Système informatique et réseau, génie mécanique et énergétique, énergie renouvelable et maintenance des systèmes énergétiques, physique théorique, physique chimie, technologie, énergie renouvelable et système énergétique, génie biomédical, planification et gestion des ressources naturelles. Ce sont entre autres filières dans lesquelles iront étudier les étudiants boursiers béninois à l'Université du pétrole du Sud-Ouest en Chine. Ce programme, financé par la société WAPCO Bénin en coopération avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, leur permettra d'acquérir des compétences scientifiques, linguistiques et interculturelles liées au secteur pétrolier. Le programme de formation initié vise le renforcement de l'employabilité des étudiants béninois, dénommé programme de formation des talents dédiés de WAPCO dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. C'est donc un financement qui permettra de renforcer les compétences des étudiants choisis au fait de les rendre aptes pour répondre désormais au marché de l'emploi dans les secteurs du pétrole et également d'autres secteurs. La société WAPCO Bénin s'engage toujours dans le développement et la formation des talents locaux. Nous sommes bien conscients que ce n'est qu'en cultivant un groupe de talents locaux dotés de compétences professionnelles et d'une vision internationale que nous pourrons assurer le fonctionnement stable à long terme du projet. Récipiendaires, vous êtes sur le point de franchir une nouvelle frontière, celle du savoir, des découvertes et surtout des opportunités. En effet, grâce à la bourse généreusement offerte par la société WAPCO, vous allez étudier en Chine, une terre de tradition, d'innovation et de grandes ambitions. Votre mission consiste à représenter fièrement le Bénin et revenir chargé de compétences, d'idées nouvelles et d'un esprit d'excellence. Chers parents, je sais combien cette étape est importante pour vous. C'est une fierté, certes, mais c'est aussi une nouvelle responsabilité. Continuez de soutenir vos enfants moralement et psychologiquement, car leur réussite dépend aussi de cet appui inconditionnel. Je tiens à exprimer, au nom de tous les bénéficiaires, notre profonde reconnaissance et notre gratitude au gouvernement du Bénin et à son chef, son Excellence Président, Patrice Athanas Talon, ainsi qu'à WAPCO Bénin, pour cette initiative remarquable. Le gouvernement béninois, en soutenant notre accès à cette opportunité, témoigne d'un engagement fort pour la promotion de l'excellence académique. Nous nous engageons à faire honneur à cette confiance placée en nous et à exceller dans notre parcours international. Nous ambitionnons, au cours de notre cursus de formation, nous spécialiser dans l'ingénierie et l'exploitation pétrolière au thème de nos années d'apprentissage. Pour cela, obtenir brillamment nos diplômes suivant le planning établi, sans aucune reprise et avec une moyenne au-delà des 12 exigés, constitue l'objectif sur lequel nous nous embarquons. Aussi, nous souhaitons obtenir des stages d'immersion durant nos vacances au pays au sein de WAPCO Bénin afin de mettre en pratique les connaissances acquises. Et pour finir, rentrer et mettre nos compétences au service de la compagnie est notre plan de carrière. Bien, les cantines scolaires, ce que je peux vous dire là, c'est que le lundi 16 septembre, comme sur au moins les 3 années écoulées, au premier jour de la rentrée, les cantines scolaires seront fonctionnelles. Pour au moins le 1 300 000 enfants que nous avons couverts l'année dernière et sans doute quelques milliers de plus pour compter de cette rentrée. Ce qui va changer fondamentalement, c'est que
Notre partenariat avec le programme alimentaire mondial a pris fin, vous le savez, et ce programme nous a permis, tout en mettant les moyens à sa disposition, de structurer la façon dont nous organisons notre modèle de cantine scolaire. Et aujourd'hui, nous avons l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition qui prend le relais du PAM dans la gestion opérationnelle des cantines scolaires et qui d'ailleurs, à travers son directeur général, a fait le tour de quelques circonscriptions scolaires déjà pour s'assurer que le dispositif est en place, que les vivres sont déjà positionnés afin qu'au premier jour de la rentrée, aucun enfant ne se décourage parce qu'à midi, il n'aurait pas eu à manger et que rentrer chez lui ne revienne plus. Donc l'ANAM sera désormais la cheville ouvrière, mais le modèle, il restera le même pour que les enfants, ils aient un repas chaud chaque jour quand ils vont à l'école. Ce sont les enfants. Ouais. Et personne n'admettrait qu'on ne veille pas à cela. Je vais vous faire une révélation. Monsieur Abalo, vous savez que au Prytanée militaire de Bembereke, au lycée militaire des jeunes filles de Natitengu, vous savez que ce sont vraiment les tout petits qui arrivent quand ils ont eu leur CEP. Ouais. Et depuis quelques années, en regardant la pratique, le président Talon a dit, ces enfants-là, qui sortent parmi les tout meilleurs du pays, vous ne pouvez pas les mettre dans des conditions pas agréables. Donc, je peux vous dire que depuis quelques années, ces enfants, ils ont un repas, mais livré par un service traiteur. À la demande du président de la République, c'est le service traiteur. Donc, on a externalisé ces services pour que les enfants aient un repas de qualité. Ils sont quelques milliers. Ça a un coût. Ça a un coût. Et donc, si on pouvait faire la même chose pour 1 300 000, 1 500 000 autres enfants béninois, on le ferait de gaieté de cœur. Mais ce n'est pas le même schéma. Et c'est ça qui fait qu'on veille à ce que, quoique ici il s'agisse d'un nombre important d'enfants, que la qualité soit de mise. Et on peut travailler à améliorer au fil du temps. D'ailleurs, moi je ne vous cache rien, hein. Il arrive que le président de la République demande parfois de lui servir le menu que les enfants mangent. Et il mange ça lui-même. Parfois, pour qu'il s'assure. Et il n'y a pas de jour. Une fois le trimestre, peut-être il va dire, bon, parce qu'il y a une équipe qui fait le tour régulièrement en cours d'année pour s'assurer que tout va bien. Donc, il va leur dire un jour, ils s'en vont, ou bien ils sont sur le terrain, prenez-moi la ration du jour et vous amenez. Et ils regardent pour s'assurer que globalement, ça va. Après, on peut améliorer et on veille à ce que tout ce qu'on peut faire pour que les enfants soient dans de bonnes conditions, ça le soit. Nous pensons que les notes de service prises par le directeur de cabinet du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle relatives à la gratuité des frais de scolarité des enfants des collègues, de nos collègues AME et également au congé de maternité concernant les AME femmes. Je pense que il faut d'abord louer le fait que un acte ou que des actes soient pris de façon officielle pour réglementer la chose. C'est très précis désormais. Sinon que ces mesures s'appliquaient de façon disparate, parce que dans certains établissements, les enfants des collègues AME ne payaient pas la contribution, mais dans d'autres, les chefs d'établissement font obligation à ces enfants de payer les frais de scolarité. Et donc, du fait que les notes de service soient prises pour cadrer désormais ça, et ça lève tout équivoque, et quel que soit l'établissement public, désormais, on sait que les enfants des collègues AME n'auront plus à payer les frais de scolarité. Également, les collègues AME femmes, dans beaucoup d'établissements, elles jouissent des congés de maternité. Mais dans d'autres, les chefs d'établissement estiment qu'il n'y a pas de tests qui le disent de façon expresse pour leur permettre donc de leur faire jouir ces congés. Et désormais, avec la prise de ces notes de service, c'est clair, les collègues AM femmes qui vont accoucher vont donc bénéficier des 14 semaines de congés de maternité comme pour les autres femmes travailleurs. Donc ces mesures
Nous les saluons. Et tout comme nous saluons également la mesure de paiement de 12 mois du salaire aux collègues AME. Et notre souhait, c'est que tous les collègues AME soient reversés en agents contractuels de l'État pour venir renforcer l'effectif des agents de l'État qui est déjà très faible. L'effectif actuel des agents de l'État est très faible et il est important que l'État puisse mettre en œuvre cette décision de les reverser pour renforcer l'effectif. Et ça ne fera que garantir un meilleur avenir pour le pays tout entier. Et à première vue, nous avons l'impression, ou certains pensent que les décisions qui doivent être prises en faveur des AME, ça doit profiter aux AME pris individuellement. C'est vrai que ça va leur profiter, mais ça profite beaucoup plus à l'ensemble du pays. Parce que dans de meilleures conditions, ils vont travailler, ils vont mieux former les enfants qui seront nos médecins, nos juristes, nos forces de l'ordre et autres demain. Et si aujourd'hui ils forment mal parce que leurs conditions sont mauvaises, les cas de demain, tout le pays va en souffrir. Les ministres, les chefs de l'État de demain sont aujourd'hui dans les classes qui sont tenues par les AME. Donc si on doit avoir de bons politiciens de demain pour mieux nous gouverner, on doit avoir de bons syndicalistes pour bien nous conduire, on doit donc comprendre que mieux traiter les AME, c'est nécessaire. On doit tout faire pour leur donner les meilleures conditions possibles pour qu'ils travaillent. Et ces meilleures conditions, ce n'est autre chose que leur reversement en agent contractuel de l'État. C'est donc notre souhait et nous espérons bien que le gouvernement ne ménagera pas d'efforts à traduire ça en réalité dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Le conflit soudanais, moins en vue que ceux en Ukraine ou à Gaza, émerge comme une des crises humanitaires les plus sévères au monde. Le directeur général de l'OMS, en visite à Port-Soudan dimanche, a exposé l'ampleur de cette crise qui a déjà coûté la vie à plus de 20 000 personnes. Le conflit au Soudan a jusqu'à présent tué plus de 20 000 personnes et ceci est une sous-estimation. Le conflit a déplacé plus de 10 millions de personnes à l'intérieur du pays et contraint 2 millions d'autres à fuir vers les pays voisins. Cette guerre est le plus grand déplacement interne de personnes dans le monde. Selon l'ONU, la famine qui s'annonce pourrait faire 2,5 millions de victimes d'ici la fin de l'année. Mais malgré ce risque, le docteur Adhanom Ghebreyesus reste optimiste pour l'avenir. Je crois en un dicton qui dit « Là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Il est possible pour toutes les parties de trouver une voie vers une solution politique et durable. La guerre n'apporte que destruction. Vous avez tous vu les ravages qui suivent le début des conflits. La famine, les déplacements massifs, les maladies et les violences sexuelles. La guerre engendre des souffrances infinies et des atrocités, sans jamais offrir aucun bénéfice, sauf la destruction et tous les problèmes que j'ai mentionnés. Alors que les pourparlers sur un cessez-le-feu stagnent, la crise au Soudan nécessite une intervention rapide pour prévenir une aggravation humanitaire. Les troubles politiques, la régression des droits des femmes et la liberté de la presse sont quelques-unes des préoccupations mondiales qui ont été évoquées ce lundi à l'occasion de la 57e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Il y a ces hommes politiques relayés par certains médias qui font des migrants, des réfugiés et des minorités, des boucs émissaires, comme nous l'avons vu par exemple en période électorale en Autriche, en France, en Allemagne, en Hongrie, au Royaume-Uni et aux États-Unis, pour n'en citer que quelques-uns. Ils capitalisent sur l'anxiété et le désespoir
en dressant un groupe contre l'autre, et ils cherchent à distraire et à diviser. L'histoire nous a montré que les paroles haineuses peuvent déclencher des actions haineuses. Le leadership politique fondé sur les droits de l'homme est un débat basé sur des preuves et l'antidote à tout cela. Lors de cette session, le chef des droits de l'homme de l'ONU a mis en garde contre le racisme, un fléau qui continue de sévir dans le monde. Le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui est associée continue de sévir dans les sociétés soutenues par des structures de pouvoir bien établies, des intérêts particuliers, l'inertie des institutions et des stéréotypes néfastes souvent enracinés dans l'héritage du colonialisme et de l'esclavage. Malgré certains progrès, ceux-ci restent inégaux et insuffisants dans beaucoup trop d'États de toutes les régions. Durant 5 semaines, le Conseil examinera plus de 80 rapports et tiendra 20 débats interactifs traitant des droits de l'homme. Au moins 20 personnes ont perdu la vie au Maroc et en Algérie dans des inondations provoquées par des pluies torrentielles qui ont frappé des zones rurales de ces deux pays d'Afrique du Nord au cours du week-end. Plusieurs autres manquent à l'appel. Selon les autorités, sur le plan matériel, des habitations ont été emportées par la force des eaux. Et dans les régions les plus isolées, les infrastructures vitales ainsi que des routes ont été sévèrement endommagées. Rachid El Khalfi, porte-parole du ministère marocain de l'Intérieur, a qualifié ce phénomène climatique d'exceptionnel et précisé que les efforts de secours se poursuivaient pour rétablir l'accès aux régions sinistrées. Une situation critique qui ravive les souvenirs du séisme meurtrier survenu il y a tout juste 1 an dans le royaume chérifien. En Algérie, des secours ont été déployés dans des provinces désertiques touchées par ces intempéries. Un an après le séisme dévastateur qui a frappé le Maroc en 2023, la promesse d'un nouveau foyer semble toujours lointaine pour les sinistrés des montagnes du Haut-Atlas. À Mzimzim et dans d'autres villages touchés, les efforts de reconstruction avancent lentement. De nombreux sinistrés attendent toujours d'être relogés de manière définitive. Malgré l'aide du gouvernement, bon nombre d'habitants vivent encore sous des tentes ou dans des abris de fortune, tandis que d'autres refusent de quitter leur terre. Les habitants veulent rester ici. Ils veulent tous rester ici car ils ont des terres agricoles où ils peuvent cultiver leurs légumes. Et ce sont leurs sources de revenus. S'ils vont ailleurs et abandonnent cet endroit, ils ne pourront pas vivre. Et nous avons beaucoup d'eau ici. Au total, 500 000 personnes ont été déplacées et malgré les aides allant jusqu'à 140 000 dirhams, 1 an après le séisme, leur relogement reste complexe. Le pape François est arrivé au Timor oriental ce lundi, 3e étape de sa tournée en Asie-Pacifique. Accueilli par le président José Ramos Horta et une foule enthousiaste, François a été acclamé par des milliers de personnes à Dili, la capitale. Cette visite est la première d'un pape depuis l'indépendance du pays en 2002. Une messe en plein air rassemblant 700 000 fidèles est prévue. Dans ce pays à 98% catholique, la visite du souverain pontife suscite un immense espoir de paix et de réconciliation. Malgré son poids dans la société, le catholicisme n'est pas la religion d'État au Timor oriental, où vivent de petites communautés de protestants et de musulmans sunnites. Le pays figure parmi les plus pauvres du monde, fortement dépendant des revenus du pétrole et du gaz, qui, selon des experts, pourraient s'épuiser d'ici quelques années. En plus de se pencher sur les défis économiques et sociaux auxquels le Timor oriental est confronté, le pape François pourrait aussi aborder les scandales de pédocriminalité dans l'Église. Les Jordaniens élisent mardi les membres de leur parlement qui compte 138 sièges. Plus de 5 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Des candidats d'opposition, notamment ceux du Front d'action islamiste proche des frères musulmans, sont en lice.
Le scrutin se tient dans un contexte économique morose. Nous pratiquons la vie de parti si Dieu le veut et les choses se développeront dans ce pays. Nous devons élire des gens qui sont politiquement capables, qui peuvent prendre les bonnes décisions concernant la promulgation de lois. Je ne m'intéresse pas aux représentants qui ne pensent qu'au service. Je suis plutôt attiré par ceux qui légifèrent et promulguent des lois. Ces élections sont organisées en vertu d'une loi adoptée en janvier 2022 qui a augmenté le nombre total de sièges à la Chambre, réservé un plus grand nombre de places aux femmes et a baissé l'âge minimum des candidats. Le poste frontière d'Allenby, également connu sous le nom de Pont-Roi-Hussein, reste fermé ce lundi entre la Jordanie et la Cisjordanie pour un deuxième jour consécutif. Cette fermeture intervient après une attaque survenue dimanche où 3 Israéliens ont été abattus au poste frontière. Selon les autorités israéliennes, l'assaillant a ouvert le feu depuis le côté jordanien avant d'être abattu par les forces de sécurité israéliennes. Selon les premiers résultats de l'enquête, l'incident a été décrit comme un acte individuel. L'assaillant a été identifié comme Maher Al-Jazi, un ancien soldat jordanien. L'agence de presse officielle jordanienne a rapporté qu'il transportait des marchandises vers la Cisjordanie. Le passage, utilisé principalement par les Palestiniens et les touristes, restera fermé jusqu'à nouvel ordre, affectant les passagers et les camions dans les deux directions. La situation continue d'évoluer avec des mesures de sécurité renforcées et une enquête en cours. Le ministre danois des Affaires étrangères a échangé lundi au Caire avec son homologue égyptien sur des efforts diplomatiques visant à prévenir toute nouvelle violence et escalade au Moyen-Orient, avec en toile de fond la situation à Gaza. Le Caire, acteur majeur des négociations pour un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne, promet de s'engager pleinement. Nous continuerons à fournir tous les efforts possibles pour mener le processus de négociation. Nous ne nous arrêterons pas et nous n'abandonnerons pas tant qu'il n'y aura pas un cessez-le-feu immédiat et la fin de l'agression contre notre peuple en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est. Les efforts égyptiens ne cesseront pas. Des efforts soutenus par les États-Unis d'Amérique qui élabore une nouvelle proposition de cessez-le-feu et de libération des otages.